Bonjour à tous, DJI vient de sortir le R3S, le successeur du R3. Et ce drone est vraiment très intéressant et nous a réservé de grosses surprises. Je vous invite à voir la vidéo vraiment jusqu'à la fin et vous allez comprendre pourquoi. Commençons par le début, avec le design général de cet appareil. Alors il reprend vraiment la forme du R3, il a quasiment le même poids, quasiment les mêmes dimensions. Le stockage interne va passer de 8 à 42 Go si jamais vous oubliez votre carte mémoire. Et on notera de l'extérieur deux grosses différences sur ce drone. La première d'entre elles, c'est le lidar qui vient juste sur le devant de l'appareil. C'est utile pour capter les obstacles et c'est la première fois qu'on a un lidar sur un drone grand public. Et on verra juste après si c'est efficace ou non. La deuxième grosse différence, c'est un double capteur avec en dessous un capteur 1 pouce. Et oui, le capteur 1 pouce qui était là sur le R2S fait enfin son grand retour. Je ne sais pas si vous vous souvenez du test du R3, on avait été assez critique sur cet appareil parce qu'il avait diminué en taille de capteur et du coup on retrouvait pas totalement la même qualité de capteur que le R2S à l'époque. Et bien on a enfin le retour du capteur 1 pouce qui est épaulé par un capteur 1 sur 1,3 pouces qui lui va avoir une focale de 70 mm. Cette focale on l'avait adorée sur le R3, sur le Mavic 3 par exemple et on est content de retrouver ce combo avec et le capteur 1 pouce et cette focale sur un drone plutôt compact. Concrètement, voilà l'angle que vous allez avoir en grand angle et voici le zoom x3 que vous allez avoir quand vous filmez du même endroit. Mais ce qui nous intéresse, plus que le zoom en lui-même, c'est la différence de focale si vous cadrez de la même façon. Car ce qui va nous intéresser, c'est comment est-ce que ça écrase l'arrière-plan, c'est ça qui va rendre l'image plus cinématique entre guillemets. Vous pouvez voir entre ces deux images que ça ressort pas du tout de la même façon. Il y en a une, on a l'impression que c'est une image de drone basique, et l'autre ça fait un effet un peu plus cinéma. C'est pour ça qu'on aime bien filmer en longue focale quand c'est possible. Regardez le village au fond, là on le voit de manière assez éloignée, et dès qu'on va être en x3, on va le voir de manière plus proche, ce qui va mieux mettre en avant notre premier plan. Deux focales qu'on adore, qui sont très complémentaires, et on reviendra un peu plus tard sur leur qualité d'image. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce capteur lidar? Parce que moi, c'est surtout ça qui a attiré ma curiosité. Le lidar, c'est le nom d'une technologie qui englobe plusieurs choses, mais qui, grosso modo, fonctionne avec des impulsions de lumière qui vont permettre de calculer la profondeur. Alors attention, il y a lidar et lidar. Ceux qu'on utilise par exemple pour faire de la topographie, créer des nuages de points complexes, eux sont capables de faire 1 million de points secondes et vont être très précis. Ils vont permettre de modéliser une scène en un instant et c'est très puissant. Mais des lidars, il y en a également aussi sur des smartphones. Et là, ça n'a rien à voir en termes de technologie. Il y a beaucoup moins de points et ça ne sert que à estimer une profondeur de champ. En fait, le lidar qu'on va avoir sur ce drone, il ressemble plus à celui-là. Alors, dans la précipitation, quand j'ai reçu le produit, je me suis dit, chouette, on va avoir vraiment une super détection d'obstacles. Et tout de suite, je suis parti me balader en forêt pour tester tout ça. Et pendant cette balade, je me suis rendu compte qu'en fait, je voyais aucune différence par rapport au comportement d'autres drones de la gamme DJI. Et le drone dans le suivi et la détection d'obstacles se comportait exactement de la même façon. Et ce, parfois même avec quelques imprécisions. Il y a 2-3 fois où je me suis fait peur et j'ai préféré mettre stop sur le bouton pause parce que le drone était à moins d'une vingtaine de centimètres de branches d'arbres. Ouais, non, là j'ai mis pause parce que avec l'arbre juste derrière et le vent qu'il y a, j'ai moyen confiance. D'autant plus qu'il m'a déjà perdu là-haut. Bon, c'est pas des conditions faciles, hein. On va tester avec un peu moins de vent, mais cette fois en sous-bois. Voilà, avec le vent qu'il y a à cette distance de l'arbre. Bon, j'ai un test à finir moi quand même. Et forcément, vous me connaissez, à force de pousser le test, ce qui devait arriver arriva. Bon bah là, clairement, il vient de se manger des feuilles. Et en fait, lorsque j'ai posé la question à DJI, ils m'ont dit que c'était complètement normal parce que ce lidar aujourd'hui ne permet d'être utile que dans certaines situations. Soit lorsque le drone est dans conditions de basse luminosité et qu'il n'arrive plus à avoir suffisamment d'informations avec les capteurs vidéo, soit lorsqu'il y a des matériaux qui sont transparents comme des vitres par exemple, ou encore lorsqu'il y a des murs de couleur unie. Donc finalement, c'est pas tant que ça une révolution au niveau de la détection d'obstacles, et comme pour les générations précédentes, on ne pourra pas complètement leur faire confiance pour être autonome dans le suivi quand il y a des obstacles. Pour continuer sur tout ce qui est fonctionnalité de suivi, l'R3S peut suivre à la fois des personnes, des vélos, mais aussi des véhicules. Le logiciel va automatiquement reconnaître de quel type de véhicule il s'agit, enfin presque à tous les coups. On a fait le test avec une voiturette de golf et il n'a pas reconnu ça comme un véhicule, du coup j'ai dû me mettre de côté en montrant bien ma tête pour qu'il puisse me suivre comme une personne et non pas comme un véhicule. Par contre, quand on a refait le test avec une voiture, là pas de souci, ça a bien été identifié comme un véhicule. Et vous aurez dans l'application la possibilité de choisir d'où est-ce que le drone va suivre le véhicule. Est-ce que vous préférez qu'il soit plutôt devant, sur le côté, à une distance proche, une distance éloignée? Vous allez pouvoir le paramétrer en live pendant le vol et dans le menu pouvoir paramétrer exactement la distance que vous souhaitez, à la fois dans le cas où vous suivez une personne et dans le cas où vous suivez un véhicule. Donc non seulement vous pourrez paramétrer la distance des cercles, mais vous pourrez paramétrer également la rapidité des mouvements et également la possibilité de pouvoir voler ou non proche du sol à moins de 2 mètres.
Cependant, sur ce mode, ce qu'on a pu constater en termes de suivi, c'est que ça se faisait souvent par à-coup. Le drone s'arrête, repart, se remet rapidement dans une position. Donc en termes de fluidité de mouvement, ça va pas trop être ça. Ce que je vous conseillerais pour être plus fluide dans vos mouvements, ça serait plutôt le mode Spotlight avec reconnaissance d'objets suivis, en contrôlant manuellement la vitesse du drone et son orientation avec les joysticks pendant qu'il reste focus sur le sujet. Le mode Spotlight, justement, peut être utile pour les personnes et véhicules, mais aussi tout ce qui est bâtiment ou tout autre sujet que vous voulez filmer. Il va commencer à suivre ce qui vous intéresse, à le cadrer avec de la reconnaissance d'image, et puis au bout d'un moment, il va créer un point GPS, ce qui va vous permettre de continuer à suivre cet objet ou ce que vous voulez filmer, même s'il le perd de vue. Et ça, c'est un mode qu'on adore parce qu'on va pouvoir par exemple faire des apparitions derrière les arbres, commencer le plan de très loin et arriver très près en ayant toujours un cadrage ultra précis et en ayant une liberté de mouvement qui vous permette de cadrer comme vous le souhaitez. Je vous passe rapidement tous les autres modes de vol que vous avez l'habitude de voir chez DJI, les POI, les points d'intérêt qui permettent de tourner autour de quelque chose. Vous avez également le mode Hyperlapse qui permet de prendre un certain nombre de photos avec plus ou moins de contrôle, avec une trajectoire bloquée ou non, et qui permet au final de faire un timelapse en mouvement. Vous avez également tout ce qui est Master Shot, ce qui permet de prendre plusieurs valeurs de plan tout automatiquement, ou encore les Quick Shots qui permettent de prendre un mouvement en particulier, un recul, le tourner autour, etc. Mais on vous déconseillera plutôt ces deux derniers modes parce que la vidéo est prise automatiquement en 60 images par seconde, ce qui n'est pas exploitable avec nos normes européennes où on va être sur des multiples de 25. Alors ça peut marcher, mais mixer des multiples de 25 et de 30 sur un même fichier de montage, c'est extrêmement compliqué. Alors c'est chouette tous ces modes, mais est-ce que ce drone de base vole bien? Eh bien en termes de comportement en vol, on retrouve exactement ce qu'on avait sur le R3, on retrouve quasiment ce qu'on avait sur le Mavic 3, ça se comporte bien et ça vole bien. Il a tendance à un tout petit peu plus corriger et faire des à-coups que le Mavic 3, mais en même temps il est un peu plus léger et lorsqu'on lui demande d'aller vite, il a nécessairement besoin de faire des corrections rapides pour assurer sa stabilité. De base, je trouve que les rates, c'est-à-dire le comportement en fonction de la distance que vous allez mettre sur les joysticks, sont plutôt équilibrés, sont plutôt adaptés pour faire de la prise de vue vidéo. Le passage du mode Cine Smooth, normal, sport s'effectue plutôt bien et on trouve de bonnes valeurs qui sont plutôt intuitives. Et enfin, lorsqu'il y a du vent, ça secoue, mais ça se maintient. Nous sommes allés à Rochetailly à Saint-Étienne. Alors là, c'est la pire condition pour un drone. Il y avait beaucoup de vent et en plus, on est allé au sommet d'un pic sur lequel il y a des rafales de vent qui vont être encore plus importantes. Vous voyez un petit peu le vent qu'il y a. Je pense que ça se voit à ma tête. Voilà, le drone il est là. On est en train de filmer en même temps pour vous montrer que c'est au même moment on est en train d'avoir le drone à l'image et pas une alerte vent fort. Donc plutôt très agréablement surpris de la stabilisation par vent assez important de même. Ouais, je vais rentrer, moi. Niveau autonomie, ce drone s'en sort également très bien. Avec notre protocole habituel de 100% à 10%, le drone arrive à tenir en stationnaire pendant 33 minutes. C'est 12 minutes de moins qu'annoncé par DJI, mais en soi c'est un très bon score. Pour vous donner un ordre d'idée, en ayant démarré les deux drones en même temps, lorsque j'arrive à 48% avec le Mavic 3, je suis encore à 60% avec le R3S. C'est assez confortable. Et au niveau de la batterie, on aura dans le combo ce kit de batterie qu'on commence à connaître un petit peu maintenant, avec un chargeur qui permet non seulement de recharger 3 batteries les unes à la suite des autres, mais qui, comme sur les modèles précédents, permet de recharger une des batteries les mieux chargées avec les deux autres pour être sûr d'avoir un maximum d'autonomie avant de décoller avec cette batterie-là. Autre petite nouveauté sur le Quick Transfer qui permet de transférer vos rushs de votre drone à votre téléphone. Maintenant, après avoir utilisé le drone, il se met automatiquement en mode veille pendant 12 heures, ce qui vous permet d'utiliser le Quick Transfer sans avoir à rallumer le drone, avec en contrepartie une perte d'autonomie de 4% pendant que le drone est en veille sur 12 heures. Au niveau de la radiocommande, on est sur une DJI RC2 qu'on commence à connaître très bien. Elle est légère, elle est efficace, elle a suffisamment d'autonomie, mais elle souffre toujours de quelques ralentissements. On sent que c'est pas le meilleur processeur qui équipe des radiocommandes DJI et on va avoir souvent des petits lags lorsque ça nécessite le plus de puissance de calcul, lorsqu'on va passer sur des gros fichiers dans la galerie ou lorsqu'on va faire plusieurs actions en même temps sur la radiocommande. Et c'est un petit peu frustrant quand on sait ce qu'est capable de faire DJI sur la Smart Controller Pro par exemple, qui elle ne souffre d'aucun lag et on aurait quand même apprécié une petite amélioration au niveau de la puissance de calcul. Ça en ferait la radiocommande parfaite. Le signal utilisé pour la réception et la transmission, c'est le O4 qu'on commence à connaître là aussi. C'est fluide, le signal est puissant, entre autres grâce à la nouvelle plage qui est utilisée, le 5,1 GHz jusqu'à 200 mW. Et on n'a même pas réussi à la piéger. On a fait le test avec un drone avec le O3 et un drone avec le O4. On essayait de cacher un petit peu les radiocommandes dans un coffre de voiture pendant que les drones étaient en train de voler. Le O3 commençait à galérer, le O4, ça bougeait pas, c'était parfait. Et ce qu'on aime bien aussi avec ce retour en O4,
4, c'est qu'on a un retour en 1080p en 60 images secondes et du coup, lorsqu'on visualise la vidéo directement sur la radiocommande, c'est hyper fluide et c'est très agréable. Je profite d'avoir la radiocommande en main pour vous parler des dernières petites nouveautés logicielles que j'ai vu apparaître sur DJI Fly. Si vous regardez les Fly Spots, cette carte qui permet de voir où sont les spots sympas pour filmer avec un drone, vous verrez par exemple un bouton « Avant tout vol en France, vérifiez maintenant ». Ça permet de sélectionner son drone pour voir si on est en règle avec la zone sur laquelle on veut voler, si on doit s'enregistrer, si on doit étiqueter son drone, si on doit avoir des diplômes. Et le fait que ça soit lié avec FlySpot qui permet de voir des zones en particulier, c'est une super initiative de pédagogie et là on pourra plus dire je savais pas. Clairement DJI nous indique ce qu'il faut faire au niveau de la réglementation pour être en règle. Alors ça n'empêchera pas quand même de s'informer de son côté et surtout de toujours vérifier la carte géoportail, mais on souligne l'effort, surtout que ça ne doit pas être facile à mettre en place avec les réglementations dans tous les pays. Petite nouveauté qui plaira certainement à certains d'entre vous qui ne voient pas forcément bien les petits textes sur cette radiocommande, il y a maintenant la possibilité de mettre la police en plus grand sur l'écran principal. C'est pas forcément évident de tout pouvoir lire sur ces petits écrans, surtout si on a des lunettes, et bah du coup ça sera appréciable. Autre petite nouveauté mais bien pratique, vous avez la possibilité de mettre un cadre semi-transparent pour voir ce que ça va rendre lorsque vous voulez exporter dans d'autres formats. Si par exemple vous voulez exporter avec des bandes noires, si vous voulez exporter en format vertical, ça vous permettra d'avoir une idée du rendu final. Alors concernant la vidéo justement, quels sont les modes d'enregistrement qu'on peut avoir avec cette caméra? Les deux caméras peuvent filmer en 4K jusqu'à 60 images secondes. Nous en Europe, ça sera plus 50 images par seconde qui sera utilisé. Elles peuvent filmer également en ralenti, en 4K jusqu'à 120 images par seconde et en 1080p jusqu'à 240 images par seconde. Mais la grosse nouveauté, c'est que DJI n'a pas fait que rajouter un gros capteur. Il y a un vrai travail de fond qui a été fait à la fois sur le hardware et le software, et vous allez voir que ça change pas mal de choses. Déjà, ces deux capteurs filment constamment en HDR. L'HDR, c'est un procédé qui permet de prendre plusieurs images en même temps avec des différences de luminosité, ce qui permet de récupérer de la plage dynamique. Avec cet appareil, vous n'aurez pas le choix de le désactiver. Ça va toujours filmer en HDR, quel que soit le mode choisi, que vous filmiez en colorimétrie normale, HLG ou D-Log-M. L'appareil définit lui-même quelle est la meilleure configuration à choisir et on s'y attendait pas, mais on a pris une grosse claque. La qualité d'image d'un point de vue général est bonne, voire très bonne. On a beaucoup de détails, c'est bien défini, et on n'a pas vraiment réussi à trouver de conditions lumineuses pour arriver à le piéger. Il s'en est bien sorti dans toutes les situations qu'on a pu lui proposer. L'image est légèrement sursaturée comme un peu tous les nouveaux appareils de DJI en ce moment. Ce n'est pas trop exagéré non plus et ça plaira à la plupart des gens qui utilisent ce drone. Même en plein soleil, il s'en est bien sorti. On se retrouve avec des images spectaculaires qui sont dues au HDR, avec des paysages qui semblent même un peu plus beaux qu'en vrai. La plage dynamique, c'est-à-dire la capacité d'afficher à la fois du sombre et du lumineux, est excellente. Une des meilleures qu'on a vues sur un appareil compact. Alors juste à noter sur certains plans, par exemple au niveau des tuiles, un petit peu d'aliasing, c'est certainement dû au fait qu'il doit y avoir une conversion entre le nombre de pixels disponibles sur le capteur et le nombre de pixels enregistrés au final. La focale 70 mm a également été améliorée. DJI nous annonce qu'il y a des changements d'un point de vue matériel et on sent une petite amélioration par rapport aux générations précédentes. Quoi qu'il en soit, on adore ce rendu une fois de plus et ça sera une bonne longueur focale complémentaire pour faire des plans un peu différents. Mais alors, qu'est-ce que ça donnerait si on le comparait à notre drone préféré, le Mavic 3 Pro? La logique voudrait qu'un capteur 4/3 soit meilleur qu'un capteur 1 pouce. Plus la taille des pixels est importante, et plus grosso modo on peut recevoir de lumière, ce qui améliore la qualité vidéo. En termes de précision de l'image, même si les deux images ont l'air relativement similaires au premier abord, dès qu'on va zoomer un petit peu, on va voir que le R3S a plus de détails que le Mavic 3 Pro. Sur certaines zones, on gagne de l'information, et de manière générale, l'image est un peu plus belle, ce qui est très surprenant, avec un capteur plus petit pour le R3S. Lorsqu'on se met en contre-jour pour voir la plage dynamique, là, surprise également. Le R3S sort plus de détails dans les ombres et plus de détails dans les nuages. Lorsqu'on zoome, on voit là aussi plus de détails sur le R3S que sur le Mavic 3 Pro. Bref, là aussi, le R3S remporte la manche. Et en contre-jour, là c'est KO pour le Mavic 3 Pro. Le R3S sort plus de détails de partout, avec là aussi une meilleure netteté, une meilleure plage dynamique, des couleurs typées HDR qui feront un peu plus plaisir à l'œil, même si leur aspect est un poil plus caricatural. Et toujours de manière aussi étonnante, lorsqu'on va regarder les zones les plus sombres, on aura plus de bruit sur le Mavic 3 Pro que sur le R3S. En focale 70 mm, autrement dit le zoom x3, la différence est plus subtile, mais elle est quand même remarquable. On notera une légère amélioration des détails, une image un peu plus précise, même si encore une fois c'est un peu plus subtil, et là par contre une plage dynamique qui est vraiment différente. On arrive à voir dans des détails sur les nuages qui sont beaucoup plus importants, mais également beaucoup moins de bruit dans les noirs lorsqu'on est en contre-jour. Bref, c'est une excellente surprise, et ce, sur les deux capteurs.
Ce qui est dommage par contre avec ce capteur, c'est que DJI a fait le choix d'avoir une ouverture fixe à 1.8 pour l'objectif principal et à 2.8 pour l'objectif secondaire. C'est dommage parce que ça veut dire que lorsqu'on va avoir des fortes conditions de luminosité, on va être obligé de jongler avec les filtres ND pour avoir un shutter qui corresponde à peu près à un flou de mouvement naturel. C'est dommage, hein, il manquait que ça pour que ça soit le capteur parfait. Niveau photo, qu'est-ce que ça donne? Dans nos tests, nous avons toujours été très critiques sur le fait de rajouter plein de pixels avec la technique du pixel binding sur des petits capteurs. Ça apportait quasiment pas de précision en plus, et ça venait même parfois dégrader la qualité d'image. Mais cette année, on a eu une plutôt bonne surprise. Avec le capteur principal grand angle, on peut soit prendre des photos en 12 mégapixels et en 50 mégapixels. Et même si ça ne double pas le niveau de détail, on voit quand même une amélioration, avec des objets qui sont moins pixelisés et plus de détails de manière générale dans l'image. Même constat sur le zoom x3 qui lui va être en 48 mégapixels au maximum, avec une petite amélioration un tout petit peu moins significative sur les détails, mais parfois l'algo qui pousse un petit peu comme dans tous les pixel binding, avec un effet un peu forcé sur les détails de l'image. Mais en contre-jour, c'est la catastrophe, on retrouve les limites du pixel binding. Que ça soit sur le capteur principal ou sur le capteur en zoom x3, on va perdre en qualité d'image en prenant des photos en 48 ou en 50 mégapixels. Là on aura moins de détails, on aura plus de bruit, l'image sera, disons-le, dégueulasse. Conclusion, en conditions favorables de luminosité, vous pourrez utiliser le 48 ou le 50 mégapixels sur les deux focales. En conditions de contre-jour, restez sur du 12 mégapixels. Si on compare au Mavic 3 Pro, c'est du kiff-kiff niveau photo, même si le Mavic 3 Pro fait du 20 mégapixels. En bonne condition lumineuse, ça se joue à des détails près, mais on voit quand même une amélioration sur le x3 sur le R3S. Preuve que DJI a bien amélioré ce zoom x3, même avec la même taille de capteur. Par contre, quand on est en contre-jour, là, l'HDR fait son taf, le Mavic 3 Pro écrase complètement la luminosité et le R3S s'en sort plutôt très bien. Alors si cet effet HDR ne vous plaît pas, sachez que si vous passez en format RAW, le profil colorimétrique sera normal et donc vous pourrez avoir une image en post-production un peu plus plate. Niveau réglementation, ce drone est classé C1. Ça signifie que vous pourrez voler en scénario A1, donc tout ce qui est vol en catégorie ouverte A1, c'est plus tout ce qui est en dehors des agglomérations, en dehors des zones contrôlées par les aéroports, mais ça permet un peu plus de tolérance au niveau des survols des personnes, même s'il faudra s'éloigner des personnes survolées par inadvertance lorsqu'on s'en rendra compte. Ça évitera, pour cette qualité vidéo qui est quand même assez chouette, de passer par exemple le A2 avec le diplôme théorique à faire en ligne et l'attestation d'auto-formation pratique. Mais attention, ce drone n'est utilisable qu'en catégorie ouverte pour le moment. Je tiens au passage à remercier Max de ProDroner. ProDroner, c'est notre centre de formation qui forme les professionnels à utiliser un drone, qui m'a demandé de rappeler que si vous êtes un élève 2024 qui souhaite voler en agglomération, pour l'instant, il n'y a que le Mavic 3 avec un kit C5 qui est utilisable en ville. Donc si vous voulez voler en agglomération, dans l'état actuel de la réglementation, ne vous précipitez pas sur un R3S, il n'y a que le Mavic 3 qui puisse être normé C5. Je referme la parenthèse réglementation, parlons maintenant du prix. Ce drone est vendu 1100 € avec une radiocommande classique sur laquelle il va falloir rajouter un smartphone, 1400 € avec un Fly More Combo et 1600 € avec la DJI RC2. C'est un tarif que je trouve plutôt correct étant donné que le R3 à sa sortie n'était pas si loin que ça en termes de tarifs. Alors oui, c'était le tarif de la gamme Mavic à une certaine époque, mais l'inflation a fait que, hein, vous connaissez le refrain. Mais aujourd'hui, entre la gamme Mini qui a des tarifs plutôt agressifs et plutôt sexy et la gamme Mavic 3 qui a des tarifs quand même plus importants, je trouve qu'en termes de qualité-prix, cet appareil les vaut bien. Je vous conseille de prendre avec la RC2 qui est vraiment très pratique pour prendre des plans à la volée en sortant du sac. Et si vous êtes intéressé, regardez dans la description, je mets pas que des liens affiliés de la marque, j'ai aussi des codes promo chez certains revendeurs avec qui on est partenaire. En conclusion, en fait, je m'attendais à tester ce drone et à dire waouh, c'est génial au niveau du suivi. En fait, pas tant que ça. Je m'attendais pas du tout à prendre une aussi grosse claque en termes de changement au niveau de la qualité vidéo. C'est plus qu'une amélioration, c'est vraiment un bond en avant en termes de qualité vidéo. Jamais j'aurais cru que DJI aurait pu concurrencer un capteur 4 tiers qu'ils ont sorti il y a 2 ans avec un capteur 1 pouce. Et très clairement, vous avez vu les images, c'est pas du chipotage, il n'y a pas photo. La chose à laquelle je m'attendais pas non plus, c'est que ça devienne mon drone préféré devant le Mavic 3. C'est vraiment juste dommage qu'il n'y ait pas cette ouverture variable. Donc clairement pour moi, c'est un excellent drone pour ceux qui veulent voler en amateur et qui veulent se faire plaisir avec une bonne qualité vidéo. C'est le meilleur drone en catégorie C1. J'ai été assez critique sur le R3, ce R3S vient corriger ces problèmes et vient même faire mieux que ce qu'on attendait. Et vu l'évolution technique qu'a fait la marque sur ce modèle, j'ai qu'une hâte, c'est voir à quoi ressemblerait un Mavic 4. Allez, d'ici là, bon vol!